Je suis entrée dans la chambre de ma fille après avoir remarqué des bleus sur ses bras toute la semaine. Elle pleurait sur son lit, tremblante. La famille de papa a dit que si je te le disais, il te ferait très mal, a-t-elle murmuré. Je me suis assise et j'ai dit, raconte-moi tout. Elle a révélé des détails horribles sur ce que sa grand-mère, sa tante et son oncle lui faisaient subir chaque week-end, les coups de ceinture, être enfermée dans des placards sombres pendant des heures. 2 heures plus tard, j'avais des noms, des dates et des lieux notés. J'ai embrassé son front et j'ai dit, maman sors un petit moment. Elle a attrapé mon bras, effrayée, où vas-tu? Au moment où j'essayais de partir, la mère de mon mari a appelé et m'a menacée, si tu dis quoi que ce soit, je vous tuerai toutes les deux. Ma belle-sœur s'est présentée à ma porte et m'a frappé au visage. Ferme-la. J'ai souri. Les bleus étaient apparus pour la première fois un mardi matin de fin septembre. Ma fille, Emma, âgée de seulement 8 ans, était descendue pour le petit déjeuner en portant un t-shirt à manches longues malgré le temps chaud. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mon instinct maternel s'est déclenché avant que mon cerveau rationnel ne puisse prendre le relais. Ma chérie, tu n'as pas chaud avec ça, ai-je demandé en lui servant son jus d'orange. Le regard d'Emma a fui vers le sol. J'ai froid. Le thermostat indiquait 23 degrés. Mon mari, Nathan, était déjà parti travailler dans l'entreprise de construction de sa famille, la même que son grand-père avait bâtie 50 ans plus tôt. Nous vivions dans une banlieue confortable près de Denver, dans une maison que ses parents nous avaient aidés à acheter. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Mais ces bleus racontaient une autre histoire. Je les ai remarqués à nouveau le jeudi, quand Emma a levé le bras pour attraper son sac à dos. Sa manche est remontée juste assez pour révéler des marques violet foncé qui encerclaient son avant-bras. Mon estomac s'est noué. Emma, qu'est-il arrivé à ton bras? Elle a rapidement rabaissé sa manche. Je suis tombée chez mamie. Quand es-tu tombée? Le week-end dernier. Dans les escaliers. Sa voix semblait trop répétée, comme si elle avait pratiqué l'explication. Mon esprit est revenu au samedi précédent. La mère de Nathan, Beverly, avait insisté pour prendre Emma et son jeune frère, Lucas, chez eux pour le week-end, comme elle le faisait chaque mois. Beverly présentait cela comme un moment de qualité avec les grands-parents, mais j'avais toujours eu un sentiment étrange à propos de ces visites. Les enfants revenaient chaque fois plus silencieux, plus renfermés. Le vendredi matin a apporté d'autres preuves. Emma bougeait avec raideur en s'habillant, grimaçant en enfilant ses chaussures. Je me suis agenouillée à côté d'elle. Tu as mal quelque part? Des larmes ont instantanément rempli ses yeux. J'ai un peu mal au dos. Je peux voir? La panique sur son visage m'a glacée. Non, ça va, maman. Vraiment. Je voulais insister, exiger des réponses, mais la terreur d'Emma était palpable. À la place, j'ai appelé Nathan au travail. Est-ce qu'Emma a mentionné s'être fait mal chez tes parents? Son ton est immédiatement devenu défensif. De quoi tu parles? Elle a des bleus sur les bras. Elle dit qu'elle est tombée chez ta mère. Nathan a soupiré comme si j'étais excessive. Les enfants tombent tout le temps. Tu exagères. Ce ne sont pas des bleus normaux, Nathan. Ma mère ne laisserait jamais rien arriver à nos enfants. Laisse tomber. La conversation s'est arrêtée là, mais mon inquiétude n'a fait que grandir. J'ai commencé à documenter tout ce que je remarquais. D'autres bleus sont apparus le dimanche, cette fois sur les jambes d'Emma. Elle a tressailli quand je lui ai touché l'épaule. Son appétit a disparu. Le lundi a apporté la pire découverte. L'enseignante d'Emma, Madame Patterson, a appelé pendant ma pause déjeuner au cabinet comptable où je travaillais. Je dois vous parler d'Emma. Elle est très angoissée ces derniers temps, elle pleure en classe. Aujourd'hui, elle a eu un accident. Mon cœur s'est serré. Quel genre d'accident? Elle a fait pipi sur elle pendant l'heure de lecture. Ça ne lui ressemble pas du tout. Je suis inquiète. J'ai quitté le travail immédiatement et suis allée chercher Emma à l'école. Elle n'a pas voulu me regarder pendant le trajet de retour. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Ce soir-là,
j'ai envoyé Lucas jouer chez nos voisins. Puis je suis allée dans la chambre d'Emma. Elle était assise sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, le regard fixé sur le mur. Emma, ma chérie, il faut qu'on parle. Elle a commencé à trembler avant même que je m'assoie. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Je ne peux pas te le dire. Ils ont dit qu'il te ferait très mal si je le disais. Une vague de glace m'a envahi. Qui a dit ça? Le corps entier d'Emma tremblait maintenant. La famille de papa. Mamie Beverly, tante Kristen, oncle Todd. Ils ont dit que si jamais je te racontais ce qui se passe chez eux, ils te tueraient. Ils m'ont montré un couteau et ont dit qu'ils l'utiliseraient sur toi pendant que tu dors. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une voix stable. Ma chérie, personne ne va me faire de mal. J'ai besoin que tu me dises tout. Peux-tu le faire? Les vannes se sont ouvertes. Emma sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine respirer entre les mots. Chaque fois qu'on y va, mamie enferme Lucas dans la chambre d'amis avec des dessins animés. Puis elle m'emmène en bas, au sous-sol. Tante Kristen et oncle Todd sont toujours là à attendre. Ils disent que je suis un fardeau pour la famille, que je coûte trop d'argent à papa, que je ne mérite pas de vivre dans leur maison. Mes mains se sont serrées en poing, mais je me suis forcée à rester calme. Qu'est-ce qu'ils te font? Mamie a une ceinture, celle qui est épaisse avec la grosse boucle. Elle me fait enlever mon t-shirt et me frappe avec. Parfois 10 fois, parfois plus. Elle dit que je dois apprendre le respect pour le nom de la famille. Si je pleure, elle frappe plus fort. Une rage montait dans ma poitrine comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Quoi d'autre? La voix d'Emma est tombée à un murmure. Oncle Todd me maintient pendant que tante Kristen me pince les bras jusqu'à ce que j'aie des bleus. Ils disent que c'est pour me rappeler de me taire. Puis mamie m'enferme dans le placard de rangement au sous-sol. Il fait complètement noir. Il y a des araignées. Je peux les entendre bouger. Parfois, ils me laissent là-dedans pendant 3 ou 4 heures. Depuis combien de temps ça dure? Depuis que j'ai 6 ans. Après la naissance de Lucas, quand on a commencé à y aller pour les week-ends. 2 ans. Ma fille avait été torturée pendant 2 ans alors que je restais ignorante. La culpabilité menaçait de m'écraser, mais la fureur me gardait concentrée. Est-ce qu'ils font du mal à Lucas? Non. Mamie dit, les garçons ont de la valeur, mais les filles ne sont que des dépenses. Lucas ne sait pas ce qui se passe quand il regarde la télé à l'étage. J'ai pris Emma dans mes bras et l'ai serrée pendant qu'elle pleurait. Mon esprit s'emballait déjà, planifiant, élaborant des stratégies. Ces gens avaient menacé mon enfant. Ils l'avaient maltraité systématiquement tout en prétendant être des grands-parents aimants. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déchaîné. Emma, j'ai besoin que tu me donnes des détails précis. Peux-tu te souvenir des dates où c'est arrivé? Elle a hoché la tête contre mon épaule. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai pris des notes détaillées. Emma se souvenait avec une clarté déchirante. Le week-end de son 7e anniversaire, quand Beverly l'a frappé 20 fois pour avoir renversé du jus. Le week-end du 4 juillet, quand Kristen l'a enfermé dans le placard pendant 5 heures. Le week-end précédent, quand Todd lui a tenu les bras derrière le dos pendant que Beverly la frappait aux côtes. Emma a décrit l'agencement du sous-sol, la ceinture spécifique que Beverly utilisait, les dimensions du placard de rangement, même les mots qu'ils utilisaient en lui faisant du mal. Elle m'a raconté comment Beverly lui apprenait quoi dire si quelqu'un remarquait les blessures, comment Kristen lui avait montré avec un couteau ce qui m'arriverait si elle parlait. J'ai tout écrit avec une précision méticuleuse, nom, date, lieu, citation exacte, blessure spécifique. Ma formation juridique, issue de cours d'assistante juridique des années auparavant, a pris le dessus. Ce n'était pas seulement des preuves. C'était une feuille de route vers leur destruction. Quand Emma a terminé, l'épuisement l'a submergée. J'ai embrassé doucement son front. Tu as été si courageuse de me le dire. Je sors un petit moment, d'accord? La main d'Emma s'est tendue et a attrapé mon bras. Où vas-tu? M'assurer qu'ils ne te feront plus jamais de mal. Maman, ils vont te tuer. Ils l'ont dit. J'ai souri à ma fille,
mais il n'y avait rien de chaleureux dans cette expression. Qu'ils essaient. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon téléphone a sonné. Le nom de Beverly s'est affiché à l'écran. J'ai répondu. Si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit sur les affaires de famille, je vous tuerai toutes les deux. Tu me comprends? Sa voix était du pur venin. Nathan m'a dit que tu posais des questions. Tu dois te taire sur les choses que tu ne comprends pas. Est-ce une menace, Beverly? C'est une promesse. Les accidents arrivent tout le temps. Des incendies de maison, des accidents de voiture, de terribles tragédies. Sois intelligente. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. La rage qui parcourait mes veines était presque euphorique. J'ai quitté l'allée et j'avais parcouru 3 pâtés de maison lorsque la voiture de Kristen a freiné brusquement devant la mienne, me forçant à piler. Elle a sauté de sa voiture et s'est dirigée d'un pas furieux vers ma fenêtre. Je l'ai baissée à moitié. Tu dois te la fermer sur les affaires de famille, a grondé Kristen. Sinon quoi? Elle a passé la main par la fenêtre et m'a frappé au visage. Une douleur a explosé sur ma pommette, mais j'ai souri quand même. C'était une erreur, Kristen. Tu te crois forte? Tu n'es rien. Cette famille t'a possédé le jour où tu as épousé Nathan. Tu fais ce qu'on dit, quand on le dit. Ton travail, c'est de la fermer et d'être reconnaissante qu'on te laisse vivre dans notre maison. En fait, l'acte de propriété est à mon nom et à celui de Nathan conjointement. Ta mère a co-signé le prêt, mais elle ne possède rien. Le visage de Kristen est devenu violet. Quelle grande gueule. Peut-être que le week-end prochain, on donnera à Emma une vraie leçon de respect. Mon sourire s'est élargi. Il n'y aura pas de week-end prochain. J'ai remonté la fenêtre, contourné sa voiture et me suis dirigé tout droit vers le poste de police. L'officier à l'accueil a levé les yeux quand je suis entrée, du sang coulant de ma lèvre fendue. Madame, ça va? Je dois signaler des actes de maltraitance sur enfants et des menaces de mort à mon encontre. J'ai une documentation détaillée et je viens d'être agressée dans la rue par l'une des auteurs. Tout s'est enchaîné rapidement après ça. L'agent Raymond Callahan a pris ma déposition pendant qu'une policière photographiait mes blessures suite à l'agression de Kristen. J'ai remis mes notes prises lors des révélations d'Emma. Un autre agent a été dépêché à ma maison pour voir comment allait Emma et documenter ses blessures. La police a pris ma plainte au sérieux dès le début. Les récits détaillés d'Emma, le schéma de la maltraitance, les menaces spécifiques contre nos vies, tout cela dressait un tableau clair. Ils ont fait appel à une détective spécialisée dans les affaires de maltraitance d'enfants. La détective Laura Sanchez s'est assise en face de moi dans la salle d'interrogatoire. Ce sont de graves accusations contre des membres éminents de la communauté. La famille Hartley a une influence considérable dans cette ville. Je suis consciente que la famille de Nathan possède Hartley Construction. Ils ont construit la moitié des bâtiments commerciaux de Denver. Ils font des dons au fonds de bienfaisance de la police chaque année. L'expression de la détective Sanchez s'est durcie. Cela ne les place pas au-dessus de la loi. Racontez-moi tout. J'ai passé 3 heures à passer en revue chaque détail qu'Emma avait partagé. La détective Sanchez a tout enregistré, prenant des notes supplémentaires, posant des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Nous allons devoir interroger votre fille. Un enquêteur spécialisé lui parlera demain. Nous aurons aussi besoin d'une documentation médicale de ses blessures. Tout ce dont vous avez besoin. Je veux que vous compreniez quelque chose. Ces gens ont de l'argent et des relations. Cette affaire va devenir sordide. Mon sourire est revenu, froid et tranchant. J'y compte bien. L'interrogatoire filmé a eu lieu le lendemain matin au Centre de défense des enfants. Emma a parlé à une enquêtrice spécialement formée pendant que la détective Sanchez et moi regardions à travers un miroir sans teint. Le courage de ma fille m'a brisé le cœur. Elle a tout décrit avec des détails douloureux, sans jamais faiblir, sans jamais reculer.
L'examen pédiatrique de l'après-midi a documenté des blessures étendues à différents stades de guérison, de vieilles cicatrices de boucles de ceinture, des schémas d'échymose correspondant au fait d'avoir été maintenus, et un traumatisme psychologique se manifestant par des comportements régressifs. Le mercredi après-midi, la détective Sanchez m'a appelé pour faire le point. Nous avons obtenu des mandats d'arrêt pour Beverly Hartley, Kristen Hartley et Todd Hartley pour des chefs d'accusation de maltraitance sur enfants, agression, menaces terroristes et complot. Nous exécuterons les mandats demain matin. Et mon mari? A-t-il participé à la maltraitance? Non, mais il a ignoré vos inquiétudes et a permis l'accès à sa famille. La voix de la détective Sanchez était douce. Ce n'est pas criminel, malheureusement, mais cela pourrait être pris en compte dans toute procédure de garde. Nathan a appelé ce soir-là, furieux. Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère vient d'appeler en hurlant à propos de harcèlement policier. Elle dit que tu inventes des mensonges vicieux sur la famille. J'ai rapporté la vérité sur ce qu'ils ont fait à notre fille. Tu détruis ma famille pour rien. Emma est une enfant dramatique qui se fait des bleus facilement. La dernière once d'affection que je ressentais pour Nathan s'est brisée. Ta mère, ta sœur et ton frère ont torturé systématiquement notre fille pendant 2 ans. Ils l'ont battue avec une ceinture, l'ont enfermée dans des placards sombres, ont menacé de nous tuer toutes les deux si elle disait quelque chose, et tu les défends. C'est de la folie. Ma famille ne ferait jamais ça. La police a la déclaration d'Emma, les preuves médicales et ma documentation. Ils portent plainte demain. La voix de Nathan est devenue glaciale. Si tu vas jusqu'au bout, notre mariage est terminé. Bien. Je demanderai le divorce et la garde exclusive vendredi. Ne rentre pas à la maison ce soir, Nathan. Je change les serrures. Il a balbutié des menaces d'avocat et de tribunal des affaires familiales, mais j'ai raccroché. Mon avocat était déjà sur le qui-vive. Le jeudi matin, Beverly, Kristen et Todd ont été arrêtés à leur domicile respectif. Les nouvelles locales ont repris l'histoire à midi. Une famille éminente du bâtiment fait face à des accusations de maltraitance sur enfants. L'avocat de Beverly m'a appelé directement, ce qui était extrêmement inapproprié. Madame Hartley, ici Martin Sheffield, représentant Beverly Hartley. Nous sommes prêts à faire disparaître cette situation discrètement. Dites votre prix. L'argent ne m'intéresse pas, tout le monde a un prix. Soyez raisonnable. Je veux vos clients en prison. C'est mon prix. Vous faites une terrible erreur. La famille Hartley vous détruira financièrement. Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Votre cliente bat des enfants. Je tenterai ma chance. L'audience préliminaire a eu lieu 2 semaines plus tard. Emma n'a pas eu à témoigner en personne grâce à son interrogatoire filmé, mais j'ai assisté à chaque minute des débats. Beverly, Kristen et Todd étaient assis avec leur coûteuse équipe juridique, l'air indigné et victimisé. Le juge a examiné les preuves, le témoignage d'Emma, les dossiers médicaux, ma documentation, les photos du sous-sol et du placard prises lors d'une perquisition chez Beverly. La ceinture que Beverly utilisait, retrouvée dans le placard de sa chambre, exactement là où Emma avait dit qu'elle serait. La caution est fixée à $500 000 chacun, a annoncé le juge. L'avocat de Beverly s'est levé d'un bond. Votre honneur, ce sont des membres respectés de la communauté, profondément enracinés à Denver. Ils ne présentent aucun risque de fuite. Ils sont accusés d'avoir systématiquement maltraité un enfant et menacé de meurtre. La caution est maintenue. Tous les 3 ont payé leur caution en quelques heures grâce à l'argent de la famille, mais l'affaire pénale a continué d'avancer. Le ministère public constituait un dossier en béton. Pendant ce temps, j'ai demandé le divorce et la garde exclusive des 2 enfants. L'avocat de Nathan a tenté de me dépeindre comme vindicative et instable, mais les preuves de ce que sa famille avait fait à Emma rendaient sa cause impossible. Le rapport de l'évaluateur de la garde était accablant. Nathan Hartley a démontré une incapacité totale à protéger sa fille de menaces connues au sein de sa propre famille. Il a privilégié la loyauté familiale à la sécurité de l'enfant. La garde exclusive pour la mère est recommandée. La vie de Nathan s'est effondrée morceau par morceau. Sa famille lui reprochait de ne pas me contrôler.
Son entreprise de construction a perdu des contrats à mesure que le scandale se propageait. Ses parents lui ont coupé les vivres quand il a refusé de les défendre publiquement. Il s'est présenté chez moi un soir, ivre et désespéré. « S'il te plaît, tu dois abandonner les charges. Ma famille s'effondre. L'entreprise est en train de mourir. Ma mère pourrait aller en prison. Ta mère a battu notre fille avec une boucle de ceinture. Elle mérite la prison. Emma va bien maintenant. Les enfants sont résilients. On peut passer à autre chose. » L'illusion était stupéfiante. « Sors de ma propriété avant que j'appelle la police. Je suis ton mari. » Le procès a commencé en janvier, 3 mois après les arrestations. L'accusation a présenté des preuves accablantes, le témoignage d'Emma en vidéo, des experts médicaux expliquant ses blessures, la ceinture, le placard, des témoignages de voisins qui avaient entendu Emma pleurer pendant ses visites de week-end. La défense de Beverly a tenté de dépeindre Emma comme une enfant manipulatrice qui inventait des histoires pour attirer l'attention. L'avocat de Kristen a suggéré que j'avais coaché Emma. Todd a prétendu qu'il était à peine présent lors de ses visites. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Beverly a reçu 15 ans pour maltraitance sur enfants, agression et menaces terroristes. Kristen a eu 12 ans. Todd a reçu 10 ans en tant que complice. Les peines seraient purgées consécutivement, et non simultanément. J'étais assise dans la salle d'audience lorsque les verdicts ont été lus, tenant la main d'Emma. Elle a serré fort quand Beverly a commencé à pleurer et à crier à l'injustice. « Elle ne peut plus te faire de mal », ai-je murmuré à ma fille. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. J'ai fait une brève déclaration, le courage de ma fille a traduit des monstres en justice. C'est tout ce qui compte. Le procès civil a suivi. J'ai poursuivi Beverly, Kristen et Todd en dommages et intérêts au nom d'Emma. Les actifs de la famille étaient considérables malgré les frais de justice qui vidaient leurs comptes. Le règlement comprenait la maison dans laquelle Nathan et moi avions vécu, que j'ai immédiatement vendue. J'ai également reçu la propriété de vacances de Beverly à Aspen et un paiement en espèces important provenant du fonds fiduciaire de Todd. Avant la conclusion de l'affaire civile, les sœurs de Beverly ont tenté d'intervenir en sa faveur. 3 femmes se sont présentées à mon lieu de travail sans préavis, exigeant de me parler sur le parking. Ma collègue Jennifer les a remarquées près de ma voiture et est sortie avec moi. « Vous déchirez cette famille pour des exagérations enfantines », a annoncé l'aînée, Patricia, la sœur aînée de Beverly qui vivait à Colorado Springs. « Votre nièce a battu ma fille avec une boucle de ceinture pendant 2 ans. Ce ne sont pas des exagérations. » La deuxième sœur, Margaret, s'est approchée. Beverly a élevé 4 enfants avec succès. Elle sait ce qu'est une discipline appropriée. Les enfants ont besoin de structure et de correction. Frapper une enfant de 8 ans jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bleu n'est pas de la discipline. C'est de la torture. Le visage de Patricia est devenu rouge. Vous êtes entré dans cette famille. Vous avez accepté notre aide, notre argent, nos relations. Maintenant, vous nous devez la loyauté. Jennifer s'est interposée entre nous. Cette conversation est terminée. Partez maintenant ou j'appelle la sécurité. La troisième sœur, Sharon, a sorti son téléphone. Nous enregistrons ce harcèlement. Vous nous empêchez de résoudre une affaire de famille pacifiquement. Il n'y a rien à résoudre. Votre sœur et ses enfants font face à des conséquences pénales pour maltraitance sur enfants. Que vous acceptiez cette réalité ou non ne change rien. Margaret s'est soudainement jetée en avant, me saisissant le bras assez fort pour laisser des marques. Espèce de petite sorcière ingrate. Nous t'avons accueilli à bras ouverts, et c'est ainsi que tu rembourses la gentillesse de Beverly. Jennifer a immédiatement appelé la sécurité pendant que je me libérais le bras. Les 3 sœurs ont été escortées hors de la propriété, mais pas avant que Patricia ne crie des menaces de ruiner ma carrière et de s'assurer que je ne trouverai jamais la paix. J'ai documenté l'incident avec des photos des bleus sur mon bras et j'ai déposé une plainte. Une autre ordonnance de protection a été émise, incluant cette fois les membres de la famille élargie de Beverly. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là.
Des appels anonymes sont arrivés sur mon portable à toute heure. Des respirations lourdes, des menaces étouffées, des raccrochages destinés à m'intimider et à m'épuiser. J'ai changé de numéro 2 fois avant de finalement impliquer les forces de l'ordre pour tracer les appels. Il s'est avéré que la femme de Todd, Vanessa, était derrière la plupart d'entre eux. Elle passait des appels depuis des téléphones prépayés achetés dans divers magasins de Denver. Lorsque la police l'a interrogée, elle s'est immédiatement effondrée et a tout avoué. La vie de Todd est détruite à cause de cette gamine, a sangloté Vanessa lors de son interrogatoire. Il va en prison pour une décennie. Nos enfants n'ont plus de père. Quelqu'un devait la faire payer. La réponse du détective fut glaciale. Todd a détruit sa propre vie en aidant à torturer un enfant. Il a fait ses choix. Vanessa a obtenu une probation pour harcèlement et a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi ou mes enfants. Mais l'incident a révélé à quel point le ressentiment de la famille était profond. Ils croyaient sincèrement être les victimes dans cette situation. Le père de Nathan, Gerald Hartley, a adopté une approche différente. Il s'est présenté au bureau de mon avocat pour demander une réunion. Mon avocat, Richard Chen, me l'a déconseillé, mais j'ai accepté à condition que Richard soit présent pendant toute la conversation. Gerald est entré, l'air d'avoir vieilli de 20 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Le procès l'avait considérablement marqué. Il s'est assis en face de moi, sans sa prestance habituelle. « Je dois comprendre pourquoi vous n'êtes pas venu me voir en premier », a commencé doucement Gerald. Avant d'impliquer la police, avant de détruire ma femme, avant de déchirer tout ce que notre famille a construit. Votre femme battait ma fille. Votre fils et votre fille l'aidaient. De quoi exactement aurais-je dû venir vous parler? Les mains de Gerald tremblaient légèrement. Beverly a toujours été stricte en matière de discipline. Peut-être qu'elle est allée trop loin avec Emma, mais cela aurait pu être géré en privé. Thérapie familiale, supervision, limite. Vous n'aviez pas besoin d'engager des poursuites pénales. Le rejet désinvolte de la torture systématique comme étant allé trop loin a fait bouillir mon sang. Beverly, Kristen et Todd ont battu Emma à plusieurs reprises, l'ont enfermée dans des placards sombres pendant des heures et ont menacé de nous tuer toutes les deux si elle disait quelque chose. Ce n'est pas une discipline excessive. C'est un crime de maltraitance sur enfant. Je comprends que vous soyez en colère, mais pensez à la situation dans son ensemble. Hartley Construction emploie 300 personnes. Des familles dépendent de notre entreprise. Le scandale nous a coûté des millions en contrats. De bonnes personnes perdent leur emploi à cause de cette situation. Richard Chen l'a interrompu sèchement. Monsieur Hartley, suggérez-vous réellement que les préoccupations liées à l'emploi auraient dû l'emporter sur la sécurité d'un enfant maltraité? Le sang-froid de Gerald s'est légèrement fissuré. Je dis qu'il y avait d'autres options. Des options qui n'impliquaient pas de détruire tout le monde. Votre famille s'est détruite elle-même, ai-je dit froidement. J'ai simplement veillé à ce qu'ils en assument les conséquences. Si Hartley Construction souffre, c'est parce que votre femme, votre fils et votre fille sont des criminels violents. Les forces du marché qui réagissent à cette vérité ne sont pas de ma responsabilité. Beverly va mourir en prison. Elle a 67 ans. 15 ans, c'est une condamnation à mort à son âge. Elle a donné une condamnation à mort à Emma chaque fois qu'elle l'enfermait dans ce placard. Chaque fois qu'elle la frappait avec cette ceinture, chaque fois qu'elle murmurait des menaces de nous tuer. Beverly a choisi cette voie. Gerald s'est levé brusquement. Je suis venu ici en espérant trouver de la compassion, une volonté de considérer le coût humain de votre vendetta. Je vois maintenant que c'était insensé. Ce n'est pas une vendetta. C'est de la protection. Tant que les membres de votre famille sont en prison, ils ne peuvent plus faire de mal à ma fille. C'est tout ce qui m'importe. Il est parti sans un mot de plus. Richard a fermé son bloc-notes et m'a regardé avec une sorte d'admiration. Vous ne lui avez pas cédé un pouce. Le procès civil a révélé des choses encore plus laides. Les avocats de Beverly m'ont interrogé pendant 8 heures, essayant de trouver des incohérences dans mon histoire ou des preuves que j'avais coachées Emma. Ils ont échoué sur les 2 tableaux. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat principal de Beverly,
un requin nommé Douglas Reeves, a tenté de me dépeindre comme une femme amère et vindicative qui avait manipulé sa fille pour qu'elle porte de fausses accusations. N'est-il pas vrai que vous étiez malheureuse dans votre mariage avec Nathan Hartley ? A demandé Reeves avec un sourire suffisant. Mon mariage avait ses défis, comme la plupart des mariages. Des défis qui vous ont motivé à détruire la famille de votre mari. La famille de mon mari s'est détruite elle-même en maltraitant ma fille. Reeves s'est rapproché. Vous avez considérablement profité de ces allégations, la maison, la propriété d'Aspen, des règlements en espèces substantielles. Pratique, ne trouvez-vous pas ? Mon avocat a objecté, mais j'ai répondu quand même. Chaque dollar que j'ai reçu va dans un fonds fiduciaire pour la future thérapie et l'éducation d'Emma. Je ne considère pas le traumatisme de ma fille comme pratique ou rentable. Pourtant, vous êtes ici à exiger des millions d'une famille dans laquelle vous êtes entré volontairement par le mariage. Je suis ici pour m'assurer que ma fille reçoive une compensation pour des années de torture infligées par des personnes qui étaient censées l'aimer et la protéger. Reeves a changé de tactique. Emma était très jeune lorsque ces prétendus incidents se sont produits. Les enfants de cet âge sont très suggestibles. Comment pouvons-nous être sûrs que ces souvenirs sont exacts ? Emma a décrit l'agencement du sous-sol, la ceinture utilisée, les dimensions du placard, tout cela avant que la police ne perquisitionne la maison de Beverly. Tout ce qu'elle a dit a été vérifié par des preuves matérielles. Ces souvenirs sont exacts parce que la maltraitance était réelle. Le jury civil a délibéré pendant 2 jours avant de rendre un verdict en notre faveur. 3,7 millions de dollars de dommages et intérêts, plus des dommages punitifs qui ont porté le total à 5,2 millions. La réaction de Beverly au tribunal fut théâtrale. Elle s'est effondrée, se lamentant sur l'injustice et la persécution. Kristen m'a crié dessus depuis l'autre bout de la salle d'audience avant que les huissiers ne la maîtrisent. Todd est resté assis dans un silence de pierre, le regard fixé au sol. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes m'ont demandé ce que je pensais du verdict. Soulagé. Cet argent aidera Emma à guérir de ce qu'ils lui ont fait. Ça ne peut pas annuler le traumatisme, mais ça garantit qu'elle aura les ressources pour un traitement aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Avez-vous un message pour la famille Hartley ? J'ai regardé droit dans la caméra. Les actions ont des conséquences. On ne peut pas torturer un enfant et s'attendre à s'en sortir indemne. Ce verdict, comme les condamnations pénales, prouve que personne n'est au-dessus de la responsabilité. Nathan a appelé cette nuit-là, ces mots pâteux à cause de l'alcool. Tu as tout pris. Ma famille, mon entreprise, mes enfants, mon argent. Tu es heureuse maintenant ? Je n'ai rien pris. Tu as tout perdu en permettant la maltraitance et en choisissant la loyauté envers les agresseurs plutôt que la sécurité de ta propre fille. Emma allait bien. C'est une gamine. Les gamins se font des bleus. L'illusion était toujours aussi profonde malgré tout. Nathan, ta mère a enfermé notre fille dans un placard sombre pendant des heures. Ta sœur lui a pincé les bras jusqu'à ce qu'il soit violet. Ton frère l'a maintenue pendant que Beverly la battait. En quoi est-ce que tout ça va bien ? Tu es si dramatique. Ma famille essayait juste de lui apprendre les bonnes manières. Ta famille est en prison pour maltraitance sur enfants. Les tribunaux, le jury, les preuves, tout prouve que ce qu'ils ont fait était criminel. Ton refus d'accepter la réalité ne change pas les faits. Il a raccroché sans répondre. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. Nathan a contesté le règlement du divorce, mais sa position était faible. Le jugement final m'a accordé la garde physique et légale exclusive des 2 enfants. Nathan a obtenu des visites supervisées uniquement, à ses frais. J'ai obtenu le reste des biens matrimoniaux, y compris ses comptes de retraite et ses investissements. Emma a commencé une thérapie 2 fois par semaine avec une spécialiste du traumatisme. Les progrès étaient lents mais constants. Elle a cessé de faire des cauchemars sur les placards sombres après 6 mois. Son énurésie nocturne s'est résolue après 1 an. Les cicatrices physiques se sont estompées plus vite que les cicatrices émotionnelles, mais elles guérissaient. Les premiers mois de thérapie furent brutaux. Emma rentrait des séances complètement épuisée, ayant revécu des souvenirs traumatisants avec des détails atroces. Le docteur Chambers, sa thérapeute,
m'a prévenu que c'était normal, mais nécessaire pour le processus. Elle porte une honte massive à propos de ce qui s'est passé, m'a expliqué le docteur Chambers lors d'une de nos consultations parentales. Les agresseurs sont doués pour faire croire aux victimes qu'elles méritent la maltraitance. Emma pense qu'elle était méchante et qu'elle avait besoin d'être punie. Comment puis-je l'aider à comprendre que ce n'est pas vrai? La constance. Rappelez-lui constamment que rien de ce qu'elle a fait ne justifiait ce qu'ils lui ont fait. Il faut du temps pour que ce message l'emporte sur des années de manipulation. J'ai commencé à laisser des mots dans la boîte à lunch d'Emma. Des messages simples, tu es aimé, tu es en sécurité, tu n'as rien fait de mal. Au début, elle les froissait, embarrassée. Mais finalement, je les ai trouvés sauvegardés dans une boîte sous son lit. Chacun d'eux soigneusement conservé. L'école a présenté des défis inattendus. Emma avait du mal avec les figures d'autorité, en particulier les enseignantes, qui lui rappelaient Beverly. Madame Anderson, son enseignante de CM1, avait les cheveux blancs et une présence imposante qui déclenchait des crises de panique. J'ai rencontré le directeur de l'école pour expliquer la situation sans révéler de détails. Emma a vécu un traumatisme important impliquant une femme plus âgée. Les figures d'autorité féminine peuvent être un déclencheur pour elle en ce moment. Le directeur a été compréhensif et a fait en sorte qu'Emma ait un enseignant l'année suivante. Monsieur Peterson s'est avéré parfait pour elle, patient et doux sans être condescendant. Mais les défis sociaux se sont avérés plus difficiles à surmonter. Les camarades de classe d'Emma ne comprenaient pas pourquoi elle sursautait quand les gens élevaient la voix ou pourquoi elle refusait d'aller à des soirées pyjama. Une fille, Ashley, a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Emma était bizarre et abîmée. J'ai trouvé Emma en pleurs dans sa chambre après avoir entendu ce qu'Ashley avait dit. Peut-être que je suis abîmée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Écoute-moi attentivement. Ce qui t'est arrivé était mal. Les personnes qui t'ont fait du mal sont abîmées, pas toi. Tu es en train de guérir, et cela demande du courage et de la force. Quiconque te juge pour ça ne vaut pas ton temps. Mais je ne peux pas faire des choses normales. J'ai peur tout le temps. Tu as survécu à quelque chose de terrible et tu es toujours là, tu te bats toujours. Ce n'est pas de la faiblesse, ma chérie. C'est une force incroyable. Le docteur Chambers a recommandé un groupe de soutien pour les enfants survivants de maltraitance. Au début, Emma a refusé d'y aller. Je ne veux pas m'asseoir et parler de mauvaises choses avec des inconnus. Tu te sentirais peut-être moins seule si tu rencontrais d'autres enfants qui comprennent ce que tu as vécu. Elle a finalement accepté après des semaines d'encouragement doux. Le groupe se réunissait chaque semaine au centre communautaire, dirigé par une conseillère nommée Mademoiselle Rodriguez. Emma est rentrée de la première réunion plus silencieuse que d'habitude. C'était comment, ai-je demandé prudemment. Il y avait un garçon de 11 ans. Son père l'enfermait dans le garage toute la nuit en hiver. Il a dit qu'il vérifie toujours les placards et les pièces avant de pouvoir se détendre quelque part. Est-ce que ça t'a aidé d'entendre son histoire? Emma a hoché lentement la tête. Je pensais être la seule à faire des choses bizarres à cause de ce qui s'est passé. Mais tout le monde dans ce groupe a des trucs qu'ils font. Comme cette fille, Maria, qui doit compter jusqu'à 50 avant de pouvoir s'endormir parce que compter la faisait se sentir en sécurité quand de mauvaises choses se passaient. Le groupe de soutien est devenu une bouée de sauvetage. Emma s'est liée d'amitié avec des enfants qui comprenaient ses difficultés sans jugement. Ils partageaient des stratégies d'adaptation, célébraient de petites victoires et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les répercussions du procès continuaient de se faire sentir dans nos vies. Les nouvelles locales ont diffusé un reportage de suivi 6 mois après le verdict, examinant l'impact sur Hartley Construction. L'entreprise avait perdu 70% de ses contrats et licencié 200 employés. Le frère de Nathan, James, qui travaillait comme directeur financier de l'entreprise, a donné une interview m'accusant de l'effondrement de l'entreprise. Elle aurait pu gérer ça en privé, mais elle a choisi la destruction publique. Des centaines de familles souffrent à cause de sa vindicte. Le journaliste a en fait répliqué. Le procès pénal a déclaré votre mère, votre sœur et votre frère coupables d'avoir systématiquement maltraité un enfant. Comment cela aurait-il dû être géré en privé?
James a balbutié une non-réponse sur la thérapie familiale et le pardon. L'interview l'a fait paraître aussi insensible qu'il l'était, mais le récit public a commencé à changer dans certains cercles. Un animateur de radio conservateur a présenté l'affaire comme un exemple de la destruction des valeurs familiales traditionnelles et de l'ingérence du gouvernement dans la discipline parentale. Un animateur particulièrement odieux, Chuck Morrison, m'a consacré un segment entier pour m'attaquer. Cette femme a détruit toute une entreprise familiale, mis des grands-parents en prison et est repartie avec des millions de dollars parce qu'elle n'aimait pas la façon dont sa belle-mère disciplinait sa fille. Voilà ce qui arrive quand le féminisme et la culture de la victimisation vont trop loin. J'ai reçu des menaces de mort après cette émission. Des gens ont envoyé des messages disant que je devrais être enfermée pour avoir détruit une bonne famille. Un homme a retrouvé l'adresse de mon travail et s'est présenté en exigeant de me parler de vérité et de justice. La sécurité l'a escorté dehors, mais l'incident m'a secoué plus que je ne voulais l'admettre. Cette nuit-là, Emma m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre, perdue dans mes pensées. « Maman, ça va ?» J'ai forcé un sourire. « Juste fatiguée, ma chérie. »« C'est à cause des méchants à la radio ?» Mon sang s'est glacé. « Tu as entendu ça ?» Emma a hoché la tête. « Des enfants à l'école m'ont dit que leurs parents disaient que tu es une menteuse qui a ruiné une gentille famille pour de l'argent. » La rage qui m'a envahie était brûlante. « Emma, regarde-moi. Ces gens ont tort. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu tes bleus ni entendu ton témoignage. Ils ne connaissent pas la vérité. Alors pourquoi sont-ils si en colère contre toi ? Parce que certaines personnes préfèrent croire des mensonges confortables à des vérités difficiles. C'est plus facile de penser que je suis la méchante que d'accepter que des grands-parents en apparence gentils peuvent être des monstres. » Emma est restée silencieuse un long moment. « Tu regrettes de les avoir dénoncés ? » Jamais. Pas une seule seconde. Je le referai sans hésiter pour te protéger. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman. Le harcèlement a finalement diminué après que mon avocat a envoyé des lettres de mise en demeure à Chuck Morrison et à plusieurs autres personnalités médiatiques. Mais l'expérience m'a appris que certaines personnes me considéreraient toujours comme l'antagoniste de cette histoire, peu importe les preuves. Lucas, heureusement, avait été trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé pendant ses visites. Il se souvenait de regarder des dessins animés chez mamie. Rien de plus. Nous avons déménagé dans un autre état où le nom de la famille de Nathan ne signifiait rien. J'ai inscrit Emma dans une nouvelle école où personne ne connaissait notre histoire. Elle s'est fait des amis, a rejoint l'équipe de football, a ri de nouveau. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais elle redevenait elle-même. Le déménagement en Oregon était comme entrer dans un univers différent. Portland était pluvieuse et verte, tout le contraire du climat sec de Denver. Emma a d'abord résisté à l'idée de quitter la seule maison qu'elle ait jamais connue, mais le nouveau départ s'est avéré thérapeutique. Sa nouvelle école, Riverside Elementary, avait un excellent programme de conseils et des politiques anti-harcèlement qui me rassuraient. La directrice, Madame Wallace, m'a rencontrée en privé avant le premier jour d'Emma. J'ai examiné les dossiers que vous avez partagés. Notre personnel sera informé des besoins d'Emma sans partager de détails spécifiques. Elle aura accès au bureau de la conseillère à tout moment si elle a besoin d'un endroit calme. Merci. Elle a fait tellement de chemin, mais certaines choses peuvent encore la déclencher. L'expression de Madame Wallace était bienveillante. Nous ferons tout notre possible pour que cet environnement soit sûr pour elle. La première amie d'Emma à Riverside était une fille nommée Kayla qui aimait le football autant qu'Emma. Je les regardais depuis la voiture échanger des passes pendant la récréation. Le sourire sincère d'Emma perçait pour la première fois depuis des mois. Elle a l'air heureuse, a observé Lucas depuis le siège arrière. Il avait maintenant 6 ans et commençait la maternelle dans la même école. C'est vrai, ai-je convenu, retenant mes larmes. Le football est devenu l'exutoire d'Emma. Elle a rejoint une ligue locale et s'est jetée dans le sport avec une détermination féroce. Son entraîneur, une femme nommée Sandra, avait un style calme et encourageant, sans jamais crier ni être agressive. Après un entraînement un soir, l'entraîneur Sandra m'a prise à part. Emma a un vrai talent,
mais elle joue comme si elle avait peur de faire des erreurs. Elle s'excuse constamment quand elle rate un tir. Elle travaille sur un traumatisme passé. La critique est difficile pour elle. Sandra a hoché la tête pensivement. Je me concentrerai sur le renforcement positif. Pour lui redonner confiance. Au cours des mois suivants, j'ai vu Emma se transformer sur le terrain de football. Elle a commencé à prendre des risques, à tenter des jeux difficiles, à célébrer ses succès sans chercher immédiatement l'approbation. Le sport lui a redonné un certain contrôle sur son corps et ses capacités. Mais la guérison n'était pas linéaire. 3 mois après notre nouvelle vie à Portland, Emma a eu une grave régression déclenchée par une enseignante remplaçante qui a crié sur la classe parce qu'elle était trop bruyante. Emma s'est enfermée dans les toilettes de l'école et n'en est pas sortie pendant plus d'1 heure. La conseillère de l'école, Madame Patel, m'a appelée au travail. Emma est en sécurité, mais elle est très angoissée. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est désolée et de demander à ne pas être punie. J'ai quitté le travail immédiatement et me suis rendue à l'école. Madame Patel m'a conduite aux toilettes où Emma était recroquevillée dans une cabine, se balançant d'avant en arrière. Ma chérie, c'est maman. Je peux entrer ? La porte de la cabine s'est déverrouillée lentement. Le visage d'Emma était gonflé de larmes, ses yeux absents. J'étais trop bruyante. Je mérite d'être punie. Je le sais. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Emma, tu ne mérites pas de punition. Tu es une enfant. Les enfants sont parfois bruyants. C'est normal et ce n'est pas grave. Mamie disait que les filles bruyantes ont besoin de correction, a-t-elle dit. La voix d'Emma s'est brisée en sanglots. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait, là, sur le sol des toilettes, sans me soucier du carrelage froid ou de la position inconfortable. Madame Patel a doucement fermé la porte des toilettes pour nous donner de l'intimité. Mamie avait tort sur tout. C'était une personne cruelle qui te faisait du mal parce qu'elle aimait avoir du pouvoir sur quelqu'un de plus petit. Rien de ce que tu as fait ne justifiait ce qu'elle a fait. Rien. Mais si elle avait raison ? Et si je suis vraiment méchante ? Tu es bonne. Tu es gentille. Tu es courageuse. Tu as survécu à quelque chose de terrible et tu es toujours là. C'est toute la preuve dont j'ai besoin que tu es extraordinaire. Nous sommes restées assises là pendant 20 minutes jusqu'à ce que la respiration d'Emma se normalise. Madame Patel a aidé à organiser le retour anticipé d'Emma à la maison ce jour-là. L'enseignante remplaçante a reçu un avertissement formel pour avoir utilisé des tactiques d'intimidation avec les élèves. Cette nuit-là, les cauchemars d'Emma sont revenus en force. Elle s'est réveillée 3 fois en hurlant à propos de placards et d'obscurité. J'ai fini par dormir par terre à côté de son lit, lui tenant la main pendant les pires moments. Le docteur Chambers a temporairement augmenté les séances de thérapie d'Emma à 3 fois par semaine. Les revers font partie du processus. Elle traite un traumatisme profondément enfoui. Ça va être chaotique et douloureux, mais elle fait le travail. Combien de temps avant qu'elle aille mieux ? Les progrès se manifestaient dans des moments inattendus. Emma a recommencé à dessiner, une chose qu'elle avait arrêtée après le début de la maltraitance. Ses dessins étaient sombres au début, des gribouillis noirs, des silhouettes ombragées, des portes fermées. Mais peu à peu, la couleur est revenue. Du soleil, des fleurs, des visages souriants. Son enseignante, Madame Thompson, a conservé chaque dessin et a créé un portfolio montrant l'évolution artistique d'Emma. Quand elle me l'a montré lors des réunions parents-professeurs, j'ai pleuré ouvertement. Regardez la transformation, a dit doucement Madame Thompson. C'est la guérison sous forme visuelle. Les dessins de septembre étaient presque entièrement en noir et gris. En décembre, il éclatait de couleurs et de lumière. Emma s'était dessinée en train de jouer au football, entourée d'amis sous un soleil éclatant. « Je peux garder ce portfolio ?» ai-je demandé. « Il est à vous. Je pense qu'Emma voudrait que vous l'ayez. » J'ai encadré l'un des derniers dessins et l'ai accroché dans notre salon. Emma l'a remarqué immédiatement. « Pourquoi as-tu encadré ça ? C'est juste un dessin stupide. » Ce n'est pas stupide. C'est magnifique. Ça montre le chemin que tu as parcouru.
Elle l'a étudié en silence. Je me sens différente d'avant. Différente comment? Moins effrayée. Toujours effrayée parfois, mais pas tout le temps comme avant. De petites victoires se sont accumulées. Emma a participé à sa première soirée pyjama chez Kayla et l'a vraiment appréciée. Elle a auditionné pour la pièce de l'école et a obtenu un petit rôle avec du texte. Elle a commencé à lever la main en classe au lieu de rester invisible. Mais ensuite, Kristen a envoyé une lettre de prison. L'enveloppe est arrivée adressée à Emma, ayant réussi à contourner mon ordonnance de protection. Je l'ai interceptée avant qu'Emma ne la voie, mais son contenu m'a rendu physiquement malade. Chère Emma, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé entre nos familles. Je te pardonne pour les mensonges que tu as racontés et qui m'ont mise ici. Les enfants disent parfois des choses pour attirer l'attention sans comprendre les conséquences. Quand je sortirai, j'espère que nous pourrons reconstruire notre relation. La prison est très dure, Emma. Les femmes ici sont cruelles et violentes. Chaque jour est une lutte pour survivre. Je pense souvent à toi et je prie pour que tu trouves dans ton cœur la force de dire la vérité pour que je puisse rentrer à la maison. Avec tout mon amour, tante Kristen. La manipulation était magistrale, se présentant comme la victime, le membre de la famille qui pardonne, tout en culpabilisant Emma et en suggérant qu'elle avait menti. J'ai immédiatement contacté mon avocat. Elle a violé l'ordonnance de protection et a tenté de manipuler un témoin mineur. Je veux qu'elle soit inculpée. Richard Chen a examiné la lettre d'un air sombre. C'est certainement un motif pour des accusations supplémentaires. La prison aurait dû filtrer ce courrier. Comment est-il passé? Quelqu'un l'a aidé. Un membre de la famille travaillant à la prison. Un gardien corrompu. Qui sait? Mais nous le découvrirons. L'enquête a révélé que la femme de Todd, Vanessa, travaillait comme assistante administrative à la prison pour femmes où Kristen était incarcérée. Elle faisait passer des lettres en contrebande depuis des mois, non seulement à Emma, mais aussi à d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Vanessa a perdu son emploi et sa probation a été révoquée. Elle a écopé de 6 mois de prison pour violation d'ordonnance judiciaire. Kristen a fait face à des accusations supplémentaires de subornation de témoins et a vu sa peine alourdie de 3 ans. Mais l'incident a profondément secoué Emma. Pendant des semaines, elle s'est inquiétée que Kristen s'échappe de prison et vienne la chercher. Et si elle sort plus tôt? Et si elle nous retrouve? Elle ne le fera pas. Elle a maintenant 15 ans de prison, pas 12. Et nous avons des ordonnances de protection. Si jamais elle est libérée, elle ne peut légalement pas s'approcher de toi. Mais si elle se fiche des lois? C'était une question juste. Les gens qui battent des enfants ne respectent généralement pas les limites légales. Alors je m'en occuperai. Tu es en sécurité, Emma. Je te promets que tu es en sécurité. 2 ans après le procès, Emma m'a posé une question alors que nous préparions des biscuits ensemble. Maman, pourquoi as-tu souri quand tante Kristen t'a frappé ce jour-là? Je me demandais quand cette question viendrait. Parce que le fait qu'elle me frappe était une preuve. Ça prouvait qu'ils étaient violents et prêts à blesser les gens qui menaçaient leurs secrets. Cette accusation d'agression a aidé à la mettre en prison. Emma a réfléchi à cela un long moment. Tu as utilisé ce qu'ils ont fait contre eux. Exactement. Ils pensaient que nous menacer nous rendrait faibles et effrayés. Au lieu de ça, chaque menace, chaque agression, chaque mot cruel n'a fait que renforcer le dossier contre eux. Tu as été vraiment courageuse. Tu as été plus courageuse, ma chérie. Tu as dit la vérité même quand tu étais terrifiée. C'est ça, le vrai courage. Emma m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman. 5 ans plus tard, Emma a 13 ans. Elle réussit à l'école, a des amis proches et veut devenir avocate quand elle sera grande. Le traumatisme l'affecte encore parfois, mais elle a appris des stratégies d'adaptation et continue sa thérapie. Beverly, Kristen et Todd restent en prison. Ils ont tenté plusieurs appels, tous rejetés. Beverly envoie des lettres de temps en temps, affirmant qu'elle essayait seulement de discipliner Emma correctement, que j'ai monté une enfant contre sa grand-mère aimante.
Je brûle ces lettres sans les lire à Emma. Nathan a tenté de reconstruire une relation avec les enfants, mais Emma refuse tout contact. Elle est assez grande maintenant pour faire ce choix elle-même. Lucas le voit de temps en temps, mais sans enthousiasme. Je ne me suis jamais remariée. Ma priorité est restée d'élever mes enfants et de construire une vie stable et sûre, loin de l'influence de la famille Hartley. J'ai gravi les échelons pour devenir contrôleuse de gestion dans une entreprise de taille moyenne, assurant une sécurité financière confortable. Parfois, les gens me demandent comment je suis restée si calme à travers tout ça, comment j'ai réussi à démanteler une famille entière et puissante sans m'effondrer. La réponse est simple. Ils ont fait du mal à mon enfant. Ma petite fille a souffert pendant 2 ans pendant que des monstres déguisés en grands-parents la torturaient. Ils ont menacé de nous tuer toutes les deux si elle parlait. Au moment où Emma m'a dit la vérité, quelque chose de fondamental a changé en moi. La peur s'est évaporée. L'hésitation a disparu. Seul un objectif froid et calculé est resté. Je ne voulais pas de vengeance au sens émotionnel du terme. Je voulais la justice, légalement et complètement. Je voulais qu'ils subissent toutes les conséquences de leurs actes, qu'ils perdent tout ce qu'ils chérissaient, qu'ils passent des années derrière les barreaux à comprendre ce qu'ils avaient fait. Et j'ai obtenu exactement ça. La dernière lettre de Beverly, reçue il y a 6 mois, contenait une ligne que j'ai lue. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. J'ai répondu une seule fois. Emma fait encore des cauchemars de temps en temps. Elle a toujours du mal avec la confiance et l'anxiété. L'impact de ce qu'ils ont fait ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle est en sécurité maintenant. Elle est aimée. Elle sait que sa mère brûlerait le monde entier pour la protéger. Et 3 personnes qui se croyaient intouchables ont appris que l'argent et l'influence ne peuvent pas vous protéger des conséquences d'avoir fait du mal à un enfant. Le sous-sol où ils ont torturé Emma est toujours là, dans l'ancienne maison de Beverly, maintenant propriété d'étrangers qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dans cet espace. Le placard de rangement a été transformé en cave à vin. Mais je me souviens de chaque détail qu'Emma a décrit. Je me souviens de sa voix tremblante, de ses larmes, de sa terreur. Et je souris en sachant que Beverly est assise dans une cellule, se souvenant elle aussi, avec 15 ans encore pour réfléchir à ses choix. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Et la justice a un goût tellement plus doux.